1850 par une loi qu'on appelle la loi Fallou, ce qui est la loi qui est à la base du statut scolaire local. La loi Fallou a été votée le 15 mars 1850 par une assemblée où la droite était bien représentée. Il y avait la droite monarchiste, légitimiste, il y avait le parti de l'ordre, les amis des forces catholiques, et il y avait des hommes de gauche. Il y avait en 1849 des élections législatives en Alsace, avec l'élection de 22 députés. Sur les 22 députés, il y avait 19 qui étaient des députés de gauche, chose étonnante, hein, parce que ça ne s'est jamais retrouvé en Alsace. Les trois autres, c'était des hommes de droite. Eh bien, sur les 22 députés, le jour du vote de la loi Fallou, il n'en restait plus que 10. Pourquoi? Parce que 8 avaient été déchus et avaient participé à une échauffourée à Paris contre le prince Louis Napoléon, qui était président de la République, à propos de l'expédition de Rome, et 4 étaient absents. Voilà, alors au total, ça fait 9 qui votent contre la loi Fallou, et un seul Alsacien la vote. Et on dira que les traditions et libertés religieuses de l'Alsace ont toujours été du côté des traditions et libertés religieuses. Non, ça commence à l'inverse. C'est aujourd'hui, évidemment, on est dans une autre configuration. Donc voilà, on est déjà divisé en 1850, puisqu'en 1850, il y a des hommes qui votent contre la loi Fallou, puis il y en a quelques-uns, enfin il n'y en a qu'un seul, et les autres, les 4 étaient absents, et il y en a qui votent pour. Voilà. Et puis ça continue. Hein. Pourquoi la loi Fallou? Qu'est-ce qu'elle dit, la loi Fallou? Eh bien, la loi Fallou, c'est une loi sur la liberté de l'enseignement, mais c'est aussi une loi qui donne l'emprise au clergé, à tous les niveaux, au Conseil supérieur d'éducation nationale, au niveau académique et dans les écoles où le curé, le rabbin et le pasteur ont la surveillance et le contrôle de l'école. C'est comme ça qu'on commence avec la loi Fallou. Et aujourd'hui encore, vous entendrez dire, même pas par des spécialistes forcément, mais par beaucoup de gens qui sont encore au courant et qui s'occupent de l'enseignement religieux, qui fait débat aujourd'hui, j'en parlerai tout de suite, vous entendrez encore des gens qui disent « c'est la loi Fallou qui est à la base de tout ». C'est pas tout à fait juste, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a eu, après, dans la période 71 jusqu'à 1918, des lois allemandes qui se sont rajoutées, qui ont renforcé la loi Fallou, et qui ont fait une chose surprenante, enfin surprenante, pas tellement surprenante que ça. La loi Fallou n'avait pas institué l'obligation scolaire. Elle avait institué l'enseignement religieux. Ça s'appelait exactement l'instruction morale et religieuse. Elle avait institué comme première matière des programmes de l'école, mais il n'y avait pas d'obligation scolaire. La période allemande, en 1871, prend une ordonnance qui rend obligatoire l'enseignement, tout court, pour les enfants de 6 à 13 ans, et qui en même temps, et pour les garçons aussi, jusqu'à 14, il me semble, et qui en même temps rend obligatoire l'enseignement religieux, et qui ajoute, et qui rajoute un système de sanctions. Si l'enfant est absent de l'école, sans justification, eh bien, il sera puni, les parents seront punis d'une amende, voire d'une peine d'emprisonnement, et puis un petit article qui ajoute, cette clause vaut également pour l'enseignement religieux. Arrête là pour vous dire que les traditions et libertés alsaciennes, elles commencent en 1850, et par la suite, on verra jusqu'à aujourd'hui qu'il y a toujours une opinion divisée. Je ne parle pas simplement sur le plan politique, une opinion divisée. Par exemple, aujourd'hui, je peux vous citer, mais on le fera plus tard, je vous citerai la participation des enfants à l'enseignement religieux. Vous vous apercevrez que maintenant, aujourd'hui, les enfants qui vont en enseignement religieux, au moins au collège et au lycée, sont une minorité. C'est une chose étonnante. Ça veut dire que les familles sont divisées. Pour ce qui est du bilinguisme, dont on parlera quand même, pour ce qui est du bilinguisme, on n'est non plus dans le consensus. Évidemment, il y a eu plusieurs fois en Alsace des questions, des sondages, et même des enquêtes. On trouve toujours, et on se trouverait certainement encore aujourd'hui, on trouve toujours une proportion de 80 à 85% des sondés, voire de ceux qui répondent à des enquêtes, qui disent oui,
l'enseignement de l'allemand à l'école, c'est un avantage. Ça, c'est une question très générale. On ne dit jamais aux personnes, mais vous savez combien ça coûte et vous savez comment ça fonctionne. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ça n'est pas obligatoire? Nous rentrerons un peu dans le détail tout de suite. Alors, nous avons, il est un peu 7h moins le quart dépassé, on va essayer de ne pas aller au-delà de 7h30 pour avoir un débat. La première période. La première période, c'est 1918. C'est de là que commence un peu l'écriture historique de ce que je voulais révéler. En 1918, l'Alsace et la Moselle reviennent à la France. On appelle ça les territoires recouvrés. Et voilà-t-il que déjà en 1914, un homme célèbre, le généralissime Joffre, dit à Thann, devant l'hôtel de ville, en novembre 1914, où déjà certains territoires avaient été occupés, ils le seront jusqu'en 18, c'était déjà français, il dit vous êtes l'Alsace, je suis la France. Je vous apporte le baiser de la France. Il y aura d'ailleurs un film qui paraîtra au printemps prochain, qui s'appellera Le baiser de la France, auquel j'ai participé. Nous respecterons vos libertés, vos traditions, vos mœurs, vos convictions. Voilà. Et cette phrase, encore, on l'entend encore aujourd'hui pour dire, ah ben, si aujourd'hui on dit un peu le contraire, c'est une sorte de reniement de ce qu'avait dit Joffre à l'époque. Voilà encore un épisode des traditions et libertés. Joffre n'avait pas ajouté l'adjectif religieux. Voilà. En 1918, ça démarre assez rapidement dans le domaine du mécontentement. On appelle ça le malaise alsacien. Pourquoi le malaise alsacien? Parce que pour pouvoir rattacher l'Alsace à la France sur le plan culturel et sur le plan scolaire, on ne pouvait pas se servir d'un bon nombre d'instituteurs allemands qui ne connaissaient pas le français. Donc qu'est-ce qu'on fait? On licencie un grand nombre d'instituteurs allemands qui repartent de l'autre côté du Rhin et on recrute à la place en Alsace et en Moselle à peu près 1500 métropolitains qui viennent d'ailleurs, qui viennent de l'autre côté du Vosges, et qui ne connaissent pas le statut de l'Alsace, qui ne connaissent pas l'enseignement religieux, qui ne connaissent pas la question de la langue régionale. Ces instituteurs-là qui viennent, ils vont très tôt être remarqués comme étant, comme posant des problèmes, et lesquels, par exemple, eh bien, il y a déjà l'enseignement religieux qui ne sont pas en mesure de donner, mais qui vont devoir donner, parce que ce qui est étonnant, c'est que jusqu'en 1974, le régime scolaire en Alsace obligeait les instituteurs à donner l'enseignement religieux, quelle que soit leur conviction personnelle. Donc il y a le problème de l'enseignement religieux, mais il y a surtout le problème de la langue. Et puis à côté, il y a les instituteurs du cadre local qui ne connaissent pas le français. Là, il y a un mécontentement qui se fait parce que les instituteurs français, ils vont avoir des indemnités substantielles. Et en regardant la fiche de paye dans une école entre l'instituteur français et l'instituteur du cadre local, on va s'apercevoir que l'instituteur français gagne beaucoup plus. Ça crée un mécontentement. Mais un mécontentement qui se manifeste aussi sur le plan de la langue, de l'usage de la langue française. On va avoir un recteur qui s'appelle Sébastien Charletti, un des premiers qui prend une circulaire en 1920. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette circulaire? Elle dit maintenant, on enseignera le français à l'école, et il est temps de s'y mettre, de toutes les manières possibles, et c'est une politique d'assimilation linguistique, mais je vais permettre que l'on continue à enseigner les 4 heures de religion, c'est énorme à l'époque, 4 heures de religion par semaine, il n'y en a plus que. Je continuerai donc à vous autoriser à utiliser la langue allemande à raison de 4 heures pendant le cours de religion, que donne l'instituteur, ce n'est pas le curé qui le donne à l'époque, ni le rabbin, ni le pasteur. Et en plus, vous aurez 3 heures d'enseignement de la langue allemande, en allemand. Voilà, ça fait 7 heures qui sont prises déjà sur l'ensemble de la semaine scolaire. Voilà. Il fait une circulaire en 1920 et qui va nécessiter que les instituteurs du cadre local vont devoir se mettre et s'aligner sur ces prescriptions. Alors, pendant les congés scolaires, ils vont devoir aller le jeudi au cours obligatoire pour apprendre le français. Pendant les vacances, ils vont devoir aller à Paris ou dans une école normale et être recyclés dans la langue française. Tout ça, ça crée un mécontentement. Voilà.
Nous sommes donc dans une période, à partir de 1919 jusqu'en 1924, où le mécontentement s'accroît et va se cristalliser un beau jour, parce qu'en 1924, on a un président du Conseil qui est un homme radical socialiste, qui est Édouard Herriot, qui va devenir président du Conseil et qui a l'idée, je vous dirai tout à l'heure pourquoi il a cette idée-là, c'est un laïc, et qui a l'idée de vouloir introduire en Alsace la législation républicaine, c'est-à-dire les lois laïques telles qu'elles existent en France, les lois Jules Ferry de 1882. Et il fait une annonce. Le premier jour où il s'exprime à l'Assemblée nationale, il fait l'annonce, et on va effacer les dernières différences entre l'Alsace et le reste du territoire national. Et voilà, je vous l'annonce, et vous n'aurez pas à craindre parce que vous aurez les mêmes libertés qu'en France, qui sont les libertés garanties par la loi de séparation des églises et de l'État 1905. Alors pourquoi a-t-il dit ça? Par conviction ou idéologie personnelle, mais parce qu'il y avait deux députés alsaciens qui avaient été élus aux législatives de 1919 dans le Bas-Rhin, qui s'appelait Jacques Perrotte. Il va devenir maire de Strasbourg jusqu'en 1929, c'est un grand laïc, membre de la SFIO, et Georges Bail, un député également SFIO, qui ont glissé dans l'oreille de Herriot que le suffrage universel en Alsace avait démontré en pourcentage que la gauche était majoritaire. Mais pas en siège, bien évidemment, puisqu'il n'y avait que 2 sièges qui étaient réservés à la gauche. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça crée, ça? Ça va créer un formidable cataclysme en Alsace qui va permettre, enfin, qui va susciter de la part de, on va dire, des partis de droite et du centre de l'époque, qu'on appelait les partis du bloc national jusqu'en 1924, ils avaient été majoritaires à partir de 1919, tous ensemble. Ça va susciter chez eux et chez les forces catholiques qui sont dans la Ligue des catholiques d'Alsace, qui avait été créée en 1919 pour faire un front d'opposition à l'introduction des lois laïques françaises. Voilà. En 1924, on a donc un cataclysme épouvantable qui fait que Monseigneur Huche, l'évêque de Strasbourg, va prendre en main cette affaire-là, et lui, très batailleur, il va organiser avec la Ligue des catholiques et avec les partis catholiques de gigantesques manifestations qui ont lieu le dimanche dans les mois d'été 1924. À Mulhouse, ça fera 20 000 personnes, à Strasbourg 50 000, qui se réunissent tous ensemble pour protester. On est encore très francophile, parce qu'à la fin de la réunion, on chante la Marseillaise, à la fin de la manifestation. Mais on chante aussi le Großer Gott, wir loben dich, qui est une sorte de tédéum en allemand, le Großer Gott, wir loben dich. Voilà. En 1925, Herriot a l'idée, il s'aperçoit qu'il ne pourra pas réaliser son projet. En 1925, il a l'idée, lui, de pousser encore une nouvelle provocation, et à la demande des communes de Colmar, de Strasbourg et de quelques autres petites villes d'Alsace, d'interconfessionnaliser les écoles. C'est-à-dire de le permettre, ce n'est pas lui qui les interconfessionnalise, mais il donne l'autorisation, il envoie un télégramme en 1925, et ça va se faire. C'est-à-dire, jusqu'à présent, toutes les écoles étaient confessionnelles, selon la loi Fallou, sauf exception, il y en avait qui étaient interconfessionnelles. Confessionnelle, ça veut dire école catholique dans un village, école protestante, parfois école israélite. Donc l'interconfessionnalisation, c'est regrouper les enfants, quelle que soit leur confession, dans une école, et toujours avec l'enseignement religieux du 4 heures. En 1925, rebelote, Monseigneur Huche provoque une grève scolaire, la grève scolaire des élèves. Voilà. Nous n'avons pas le temps de développer cette question. En 1936, nouvel épisode, on va dire, illustrant les enjeux de la laïcité en Alsace. En 1936, c'est Léon Blum qui arrive au pouvoir. Mais Léon Blum, c'est l'histoire, le Front populaire. Et Léon Blum, avec son ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle Jean Zay, va faire une grande réforme en France et prolonger la scolarité jusqu'à 14 ans, puisque jusqu'à présent, après les lois Ferry, elle n'était arrêtée en France que jusqu'à 13 ans. Ça n'inquiète pas a priori, ce n'est pas un signe de combat laïque, d'offenser l'Alsace, mais après la loi en juin 1936 qui est votée, en octobre sortent des décrets qui disent en Alsace, la prolongation de la scolarité va être jusqu'à 14 ans pour les filles
et jusqu'à 15 ans pour les garçons. Évidemment, ça offense les Alsaciens, surtout les partis catholiques et ceux qui sont alliés qui sont alliés au clergé. C'est une réaction qu'ils vont avoir. Et Blum leur fait une sorte de... leur donne une alternative. Il leur dit, ou bien vous acceptez, parce que vous avez 7 heures, hein, 4 heures d'enseignement religieux plus 3 heures d'allemand, ou bien vous acceptez une année de plus, ou bien si vous ne l'acceptez pas, ben, c'est pas difficile, vous serez aligné sur le régime français et fini l'enseignement de la religion, et fini l'enseignement de l'allemand. Alors vous voyez, les combats laïques qui ont été menés. Alors, qu'est-ce qui, je vous ai dit, du côté de la droite, on peut dire, il y avait la Ligue des catholiques d'Alsace, il y avait le clergé, et puis il y avait leurs amis politiques qui étaient dans les partis de droite. Qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté? Parce qu'il y a eu des combats laïques de mener. De l'autre côté, il y avait essentiellement le syndicat national des instituteurs. Hein. Aujourd'hui, il n'a plus ce nom, parce qu'à un certain moment, il appartenait à la FEN, et puis maintenant, ça s'appelle le syndicat des enseignants, qui est rattaché à l'UNSA. Et puis, il y avait la Ligue de l'enseignement. Ça a été des militants de la cause laïque en Alsace. Alors là encore, hein, on peut dire l'Alsace est divisée, puisque d'un côté on a des forces, on va les appeler réactionnaires, sans offenser ainsi ces forces. Moi je les appelle même des forces cléricales, parce que le cléricalisme, je n'ai pas le temps de le définir maintenant, mais c'est une emprise du clergé sur la vie publique, notamment ici sur l'école. Et la Ligue de l'enseignement, ça va être... elle existe encore aujourd'hui, ça s'appelle la Fédération des œuvres laïques, vous en avez une dans le Haut-Rhin, il y en a une dans le Bas-Rhin, et puis à Strasbourg, vous avez un cercle Jean Massé, dont je suis également membre. Voilà. Nous ne faisons pas une pause, mais nous passons maintenant... Donc, j'oublie, pour dire, mais je l'avais annoncé tout à l'heure, ensuite on va passer en 1945 jusqu'à aujourd'hui, pour dire que les questions linguistiques et les questions religieuses étaient liées. Pourquoi? Elles étaient liées pour 2 motifs. Enfin, l'un c'était que, je l'avais dit, il y avait 4 heures d'allemand. Il y avait 4 heures de religion données en allemand. Donc vous voyez, c'est la langue, pour les protestants, c'est la langue de Luther. Donc ils tenaient très fort à ce que ce soit l'allemand. Bon. D'autre part, il y a eu, à partir de 1925, notamment suite au coup de force d'Herriot, il y a eu, à partir de 1926, ce qu'on a appelé le mouvement du Heimatbund, que l'on peut appeler, qui était un épisode de l'autonomisme en alsacien qui était très fort entre 1926 et jusqu'à la fin de la décennie des années 1930. Et parmi les Heimatrecht, ceux qui défendaient les droits ethniques, les Heimatrecht, il y en avait pour lesquels la langue allemande devait être en parité avec la langue française. On entend parfois aujourd'hui dire des choses comme ça. On va en parler tout à l'heure si vous le souhaitez. Et qui, en tout cas, demandaient que l'on commence à l'école par l'allemand, c'était la méthode indirecte, et ensuite qu'on aille au français beaucoup plus tard. Voilà, ça c'était la méthode indirecte, alors que la méthode Charletti, c'était la méthode directe. Un dernier mot sur cette période, c'est les instructions du 30 août 1927, qui sont dues au recteur Christian Pfister, un grand recteur laïque d'ailleurs, puisqu'il était originaire de Beblenheim, mais c'était pas... Beblenheim, c'est le lieu où on a créé la Ligue de l'enseignement en 1866. Hein. C'est un village dans le vignoble, là, du côté de Riquewihr. Eh bien, Christian Pfister a pris à la demande de Poincaré, pour calmer les autonomistes, il a pris de nouvelles mesures. Alors, au lieu que ce soit le commencement de l'allemand à la 3e année scolaire, c'est-à-dire à ce qui correspond à un CE2, il a avancé de quelques mois après les vacances de Pâques du CE1. Mais il a rajouté au certificat d'études des épreuves en allemand. Ça a été l'innovation de Christian Pfister. Bon, comme on était déjà en 1927, c'est pas ça qui a amené un frein à l'autonomisme, mais sur le plan de la politique linguistique, il faut le savoir qu'il y a eu pendant toute la période de 1918 jusqu'à 1939 un principe, le français d'abord, l'allemand ensuite, et de manière parcimonieuse. Mais aujourd'hui,
on considère que l'expérience Pfister n'a pas été si négative que ça. D'ailleurs, on va voir qu'après 1945, on va encore y faire référence. Donc j'arrive à la période 45, je ne parle pas du statut scolaire local, du bilinguisme et de l'allemand et de la religion pendant la période 40-45, vous la connaissez, sauf de dire que au lieu que ce soit le crucifix accroché dans les salles de classe, on y a mis la photo du Führer, et au lieu que ce soit la prière, c'était le salut Sieg Heil, le salut hitlérien. Voilà. Donc pas de statut scolaire local particulier. La religion a été très rapidement écartée de l'école, enfin, comme vous le savez, et pas seulement de l'école. En 1945, la question linguistique prend un tournant, on va dire, à contresens de ce qui s'était fait entre 20 et 39. Pourquoi à contresens? Parce que le recteur qui est nommé en 1945, qui s'appelle Prélot, enfin peu importe comment il s'appelle, le recteur Prélot prend une mesure immédiate, dès fin 1944, et que l'Alsace en partie était déjà libérée. Il était d'ailleurs l'ami de Capiton, qui était le ministre de l'Éducation nationale. Ils étaient ensemble professeurs à l'université de Strasbourg. Il prend une mesure qui est de suspendre l'allemand. Plus d'enseignement de l'allemand. Ni pendant les 3 heures, ni pendant les heures de religion. C'est interdit. Pourquoi ça? Vous en connaissez la raison. La langue allemande avait laissé de tristes souvenirs. C'était la langue de l'occupant nazi, c'était la langue des bourreaux d'Auschwitz et des autres camps de concentration. Donc on suspend l'allemand. Alors, à ce moment-là, en Alsace, les forces politiques en présence majoritaire, c'est le MRP. Le MRP succède à l'ancienne UPR, et l'Union populaire régionale, et le MRP prend dès 1946 et surtout en 1947 des mesures au Conseil général où ils sont majoritaires qui redemandent qu'on remette en place le système Pfister, le système point carré de Pfister, disent-ils. C'était des points carrés, le président du Conseil qui avait demandé à Pfister de le faire. Mais ça ne voit pas le jour immédiatement, il faudra attendre 1952 pour que le ministre de l'Éducation nationale, en 1952, il s'appelait André Marie, prenne une décision, une circulaire. D'ailleurs, l'enseignement de la langue en Alsace, ça n'a jamais été des décrets, ça a toujours été des circulaires, encore aujourd'hui, ce n'est pas des décrets. Contrairement à l'enseignement religieux, qui est réglementé par des décrets. Donc, en 1952, on réintroduit l'allemand dans les 2 dernières années, 13 et 14 ans de l'école élémentaire, et 2 heures, hein, c'est même pas de 3 heures. Et on le confie évidemment à ceux qui sont en place, qui sont les instructeurs, qui rechignent à cette affaire-là, qui ne veulent pas le faire. Bon. Alors en 1953, le ministre, il constate, parce que le recteur le met au courant, il constate que l'enseignement de l'allemand, c'est rien du tout, hein, c'est de la roupie de Sansonnet, c'est rien, on n'en fait rien, c'est pas très sérieux. Et il a une invention, une initiative extraordinaire, que j'ai vécue d'ailleurs quand j'étais instituteur encore dans les années 60. Il décide que l'on créera un corps d'itinérants d'Allemands. Et en 1952, les instituteurs n'avaient pas tous des voitures. Les itinérants d'Allemands, ils vont se promener en vélo pour aller d'une école à une autre, hein, parce qu'ils vont faire 2 heures ici, 2 heures là. Et quand les gosses, dans les cours de récréation, les voyaient arriver, ils disaient « Jetzt kommt Veloschwuve ». Ceux qui connaissent l'alsacien, c'est-à-dire « Ah, ils arrivent, les Boches à vélo ». Bon, voilà, c'est une petite anecdote. À partir de 1952, donc, on a un système qui va durer jusqu'en 1972. Et arrive alors une nouvelle initiative de la politique linguistique qui est due à un inspecteur général qui s'appelle Olderit, qui était en même temps conseiller général, qui reçoit une mission et qui met en place une expérimentation dans les 2 dernières années du CM1 et du CM2 à raison de 2h30 par semaine. La méthode Olderit, ceux qui étaient enseignants, il y en a peut-être dans la salle, s'en souviennent, il y a eu les fameux manuels Rolf und Gisela. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, voilà. Bon, je saute un peu plus loin pour la politique linguistique, après on parlera de l'enseignement religieux, qui est une part très importante.
Un nouveau recteur, enfin il y en a eu d'autres, un nouveau recteur en 1981 est nommé et qui laissera son empreinte dans la politique linguistique dans l'académie, c'est le recteur Dayon. Le recteur Dayon, c'est le recteur mis en place par Alain Savary, qui est le ministre de l'Éducation nationale de François Mitterrand. C'est l'époque où on essaie de mettre en place la décentralisation, la régionalisation. Donc sur le plan de la langue, ça devient la prise en compte de la langue régionale. Alors le recteur Dayon, il a été très apprécié. Il a développé l'enseignement de l'allemand au niveau de l'école élémentaire, parce que les CM1, CM2, il a dit ça ne suffit pas, on va revenir on va descendre au CE2, etc., jusqu'à ce que tout soit couvert. Avec des précautions, le volontariat des maîtres et le volontariat des familles. Alors, à propos du volontariat des familles, on pourrait dire beaucoup de choses. Je ne sais pas si on en parlera au débat. Là, je ne vais pas développer cette question-là tout de suite, parce que elle fait polémique. Hein, voilà, elle est polémique. Et le recteur Dayon, il va durer jusqu'à peu près en 1990, où il s'en va, et il laisse d'excellents souvenirs dans la maison. La maison Éducation nationale, oui, Académie de Strasbourg, et il lui succède un autre recteur qui s'appelle Jean-Paul de Godemar, qui est actuellement encore conseiller de Vincent Peillon, ministère de l'Éducation nationale. Jean-Paul de Godemar, il va développer le paritarisme linguistique. J'explique. Il ne va pas le faire tout de suite. Il attendra, dans un premier temps, il s'inscrit dans la continuité avec Dayon, il développe encore l'enseignement qu'on appelle extensif au niveau de l'école élémentaire, mais il va mettre en place à partir de 1994 ce qu'on appelle des sites bilingues. 13 heures de français, 13 heures d'allemand. Ils existent encore aujourd'hui sous la forme 12 heures, 12 heures, parce que c'est 24 heures semaine, 12 heures d'allemand, en allemand, pardon, il y a la langue allemande, mais il y a aussi la géographie, il y a les mathématiques, il y a les sciences, et 12 heures de français. Voilà. En même temps, à cette époque-là, dans le secteur privé se développe une association, enfin une mouvance pour la cause régionaliste linguistique, notamment l'association ABCM, et qui crée ses propres écoles, des écoles privées. Il y en a une des premières, c'est Lutherpark, pas loin d'ici. Il y en a une à Publersheim, qui va défrayer la chronique, hein, parce qu'à un certain moment, Tommy Ungerer, qui va être vice-président ou même président de l'association ABCM, il va faire une caricature avec l'enfant de langue qui suce de glace, et en même temps, il sort une sorte de slogan, parce que le maire de la commune, soutenu par le préfet, avait dit qu'il est interdit d'uriner en allemand. C'est une petite anecdote, parce que dans l'école, on avait refusé les locaux allemands, les locaux publics communaux à la classe ABCM, qui était une classe bilingue. Voilà. Voilà pour la question linguistique. Aujourd'hui, vous savez que le nouveau recteur, en juin 2011, a eu une initiative qu'il a réussi à mettre en place et qui a été mal interprétée. Il a, au lieu que ce soit des sites 12 heures, il a mis en place, mais il n'y a que 2 écoles qui y participent, ce qui prouve bien qu'on est encore en phase expérimentale. Il y en a une à l'école Pasteur de Colmar, il y en a une à Soufflenheim dans le Bas-Rhin, où au lieu de faire 12 heures, on fait 8 heures, 14 heures. 8 heures en allemand, 14 heures, non, 16 heures, pardon, 16 heures en français. Voilà. Je voudrais maintenant un peu développer, parce qu'on avance, la question de la religion, de l'enseignement religieux. Donc, je vous ai dit au point de départ de mon exposé que la loi Fallot était à la base de tout, puisque son article, un des articles était de dire c'est l'enseignement religieux qui est la première matière à l'école. Et vous voyez bien que je l'ai dit tout à l'heure, on lui accorde 4 heures par semaine. Aujourd'hui, ça n'est plus que d'1 heure, parce qu'il y a eu une évolution. En 1900, je ne reviens pas sur la période allemande, en 1918, on reprend le système et une loi du 17 octobre 1919 dit les dispositions réglementaires sur l'enseignement restent en vigueur, telles qu'elles existaient.
elle reste en vigueur. Le 1er juin 1924, on a une loi avant qu'arrive Herriot qui dit on introduit une part de la législation française de manière limitative en Alsace, mais pas la loi, pas les articles sur les congrégations et pas les articles sur les cultes. Mais il n'y a rien marqué sur l'enseignement religieux. On en a déduit, parce qu'on parlait des cultes, que l'enseignement religieux en relevait. Voilà. D'ailleurs, en 1944, il y a une nouvelle ordonnance qui dit les dispositions restent en vigueur, mais à titre provisoire. Et voilà, aujourd'hui, on est encore toujours dans le provisoire. C'est bien les 3 textes législatifs que je cite. Hein. Voilà. Donc, de 18 à 39, il ne se passe pas grand-chose, sauf l'interconfessionnalisation, et sauf les dispenses d'enseignement religieux en 1933, par une circulaire, qui est due à un sous-secrétaire d'État qui s'appelle la Chambre, et en 1936, elles sont reprises par Blum sous la forme d'un décret. La semaine scolaire comprend un certain nombre d'heures, dont l'enseignement religieux. Alors c'était à l'époque encore 4 heures. À partir de 1945, ça va être 3. À partir de 1969, où il y a une réforme du système scolaire, on descend à 2. Et aujourd'hui, depuis 1974, on est à 1 heure semaine. Voilà ce qui reste du statut scolaire local. Tout le reste a été abandonné. C'est quoi le reste? Le crucifix, encore que dans quelques campagnes on en verra, mais je ne sais pas où. Mais sur Internet, on trouve encore une école où il y a un crucifix. Bon, au mur. L'habit de la religieuse, on ne le voit plus, puisque en 2009, c'est les 2 dernières sont parties à la retraite, les sœurs de Ribouvillers. Il n'y a plus la prière. Qu'est-ce qui a encore disparu? Enfin, je ne sais pas si j'oublie des choses là, c'est-à-dire la seule chose qui reste à l'école interconfessionnelle aussi a disparu. Elle n'a pas disparu, mais on n'en parle plus. C'est-à-dire, il n'existe plus d'école séparée selon les confessions, puisqu'à partir de 1925, mais surtout, il y a eu quelques interconfessionnalisations, mais le gros de l'interconfessionnalisation s'est fait dans les années 80. Donc à partir de 1985, ça a été régler cette affaire-là, on n'en parle plus. C'est-à-dire, on nomme les maîtres, quelle que soit leur religion et quel que soit l'étiquetage du poste, qui n'est plus étiqueté catholique, protestant ou israélite. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les étiquettes confessionnelles. Ça aussi, ça a disparu. Donc aujourd'hui, subsiste l'enseignement religieux. Et ça fait problème. Ça fait problème pourquoi? Il y a plusieurs motifs. Je ne vais pas les énumérer tous, mais j'ai au moins cité 2, qui est, on va appeler ça, un moindre encadrement par le clergé des familles, une inculture religieuse qui se développe. Autre phénomène qui est beaucoup plus sociologique, la présence d'un multiculturalisme en Alsace, l'islam à l'école, un point d'interrogation. Il y aura peut-être des questions là-dessus. Mais pour le moment, il n'y est pas. Bon. Mais vous avez vu récemment qu'on a inauguré une mosquée à Strasbourg avec la présence du ministre des cultes, ce qui est normal. Si le ministre de l'Intérieur, il a aussi la responsabilité des cultes. Et devait aussi venir le président du conseil au dernier moment, je ne sais pas par quelle astuce, il a réussi à se désengager. Il a dit, oh, mon agenda ne me permet pas de venir à Strasbourg. Ça aurait quand même été étonnant que pour la première fois, on ait un président du conseil qui vienne à Strasbourg pour s'inscrire dans une cérémonie religieuse, alors que, même si on est en terre concordataire, il n'y a pas que le concordat, il y a les articles organiques protestants, puis il y a les textes sur le judaïsme, sur le culte judaïque. Voilà. Donc aujourd'hui, l'enseignement religieux qui est réduit à 1 heure est controversé. La meilleure preuve qu'il est controversé, c'est les statistiques de l'enseignement religieux. En 1981, le Monseigneur Elchinger, évêque de Strasbourg, disait « J'estime les demandes de dispense à 1%. » Aujourd'hui, les demandes de dispense au niveau du collège, c'est 31%, non pardon, c'est le contraire, c'est 31% des élèves qui vont encore en enseignement religieux. Hein. Donc vous faites la soustraction, vous voyez ce que ça donne. On est devenu, c'est une minorité maintenant qui va au collège en enseignement religieux. Au niveau du premier degré, c'est 63% des élèves qui y vont encore. À 10 ans, c'était beaucoup plus élevé. Hein. En 2007, on était à 71%, on a dégringolé. Au niveau du lycée, on est à 13,8%. Il y a une petite remontée au niveau des lycées, notamment dans les lycées professionnels où
les autorités confessionnelles mettent en place un enseignement religieux toujours assuré, évidemment, par la direction diocésaine de l'enseignement et le clergé, mais ce sont des internats de religion ou ce sont des profs contractuels ou vacataires. Bon, l'éveil culturel et religieux. Donc il y a une petite remontée. Alors, quand on a fait la somme de tout ça, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'attractivité à l'école pour l'enseignement religieux, puisque un très faible nombre d'élèves y vont, et de moins en moins. Donc tout ça, ça pose problème. Deuxièmement, nous sommes dans une conjonction d'actualité où on s'aperçoit que les problèmes de laïcité en Alsace, elles suscitent des passions. Une des dernières passions, ça a été la déclaration du candidat Hollande de vouloir constitutionnaliser, d'être dans la Constitution, la loi de séparation de décembre 1905. Et puis c'est ravisé parce que normalement en Alsace, il suffit de dire des choses comme ça pour que des voix s'élèvent et crient à l'outrage. Souris, parce qu'effectivement c'est des mots qu'on emploie. Et puis en criant à l'outrage, on dit ah non, mais on est en train encore une fois de s'en prendre aux traditions et libertés religieuses en Alsace. Souvenez-vous du temps d'Hérios, ce qui s'est passé, des gigantesques manifestations, etc., etc., et du temps de Blum. Bon, c'est vrai que si on regarde un peu de près, qui est-ce qui en Alsace aurait le courage, y compris à gauche, de venir dans une élection et de dire « je suis pour la suppression du concordat et du statut scolaire local », il se préparait une belle dégringolade et un bel échec. Voilà. On peut sourire de ces choses-là, mais c'est la réalité. C'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, les hommes politiques de gauche en Alsace ont tous parlé d'une seule voix et on dit non, non, le concordat, on n'y touche pas. Bon, allez, on referme la parenthèse pour dire aujourd'hui que l'enseignement religieux pose problème. Et il ne faut pas dire que l'Alsace n'est pas divisée sur ces questions. Alors, je parlais à l'instant de la renaissance de la laïcité. Je ne sais pas si la presse orinoise l'a répercuté, mais parce que c'est encore tout petit ce qui se passe, mais ça va grandir. Il y a eu le 17 septembre une audience au ministère de l'Éducation nationale entre deux présidents à Strasbourg, l'un du cercle Jean Massé, l'autre de la Fédération des œuvres laïques, avec un conseiller spécial auprès de Vincent Payan et auprès de la directrice des services juridiques du ministère de l'Éducation nationale. Qu'est-ce qu'ils ont demandé ces deux-là? Ils ont demandé, dans le cadre du contexte alsacien, ils ont demandé qu'on retouche au Code de l'éducation. Le Code de l'éducation, ce sont des textes qui, depuis 2000, ne sont pas nouveaux. Mais tous les textes antérieurs, qui sont ceux du statut local, y ont été intégrés et disent, par exemple, la semaine scolaire en Alsace comprend obligatoirement 1 heure d'enseignement religieux. Et les parents qui ne veulent pas, ils ont la possibilité de demander une dispense. Conclusion, je vous pose la question, est-ce que l'enseignement religieux est obligatoire ou facultatif? On en parlera au débat. Ces deux articles, la Ligue de l'enseignement du Bas-Rhin veut les modifier. Donc, les actions sont engagées. D'autre part, il existe une autre association qui s'appelle Laïcité d'accord, qui m'a sollicité d'ailleurs pour une conférence qui sera donnée à Strasbourg, quelqu'un m'en a parlé auparavant, le 18 de ce mois-ci, et qui s'appellera « Les enjeux de la laïcité et la question de l'enseignement religieux en Alsace et en Moselle ». Vous voyez, je cite ces choses parce que c'est la réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas rester figé sur une situation de droit, qui est celle du droit local, et qui n'a, en matière d'enseignement religieux, qui n'a plus évolué depuis 1974. Il n'y a eu rien, sauf évidemment la récession de la participation. Mais sur le plan réglementaire et législatif, il n'y a rien eu depuis 1974. Qu'est-ce qu'il y a eu en 1974? Sous l'effet des combats laïques menés par le SNI essentiellement, c'était essentiellement le SNI et la FED, le ministère à l'époque, mais par des tractations faites avec l'évêché de Strasbourg, a décidé, par une sorte de décret, l'aménagement du statut scolaire local. La chose la plus importante, ça a été, non pas
l'enseignement religieux réduit à 1 heure. Ça était important puisqu'il était de 2 heures quelques années auparavant. Ça n'a non plus été la demande de dispense pour les enfants qui était actée depuis 1933 et ensuite en 1936 par un décret de Blum. Ça a été la possibilité pour les maîtres, enfin, au terme de combats laïques qui duraient depuis 1930, de prendre, au titre de leur liberté de conscience, de prendre sur eux de ne plus donner l'enseignement religieux. Ça leur a été accordé enfin, mais simplement en 1974. Ça a été la dernière victoire, si vous voulez, des combats laïques. Il n'y en a pas eu depuis. Il n'y en a pas eu depuis, il n'y a rien eu. On est toujours dans le Code de l'éducation, sur le texte de 1974, qui a quand même été un décret, c'est le 3 septembre 1974, qui était de dire, maintenant, les maîtres ont la possibilité de donner l'enseignement religieux ou de ne pas le donner. Et actuellement, il n'y en a pas 5% qui le donnent. Ils ont été remplacés par les IDR, les internats de religion, dont certains sont membres du clergé, mais la plupart d'entre eux, il y en a entre 700 et 800 dans l'Académie de Strasbourg, sont des internats qui font quelques heures, sont des mères de famille, qui ont une petite formation et qui viennent à l'école 2-3 heures par semaine faire de l'enseignement religieux. Voilà. Voilà aujourd'hui où nous sommes positionnés et où le débat n'est pas arrêté. Au contraire, il est temps de le rouvrir. Et je vous ai dit, il est temps de le rouvrir parce qu'il y a des poussées. Il n'y a pas simplement le petit cercle Jean Massé et la petite association laïcité accord qui sera active et qui réussissent à accrocher le grelot au ministère. Hein. Bon, en attendant les réponses. Mais déjà, la rectrice de Strasbourg a sorti un texte le 6 septembre du mois dernier où elle modifie l'enseignement religieux. Il devient presque optionnel parce qu'au lieu de demander une dispense, le formulaire de demande de dispense disparaît. Voilà, c'est déjà une victoire hein, pour ceux qui l'ont demandé. Il y a eu d'ailleurs le SE-UNSA qui a sorti un formulaire sauvage au mois de juin et qui a aussi permis, et puis il y a eu une lettre du président du cercle Jean Massé qui a amené le recteur à prendre des dispositifs. Enfin, est aussi reconnu que la demande de dispense ne se fait plus sur un formulaire, mais qu'elle peut simplement être une orale. C'est-à-dire d'une démarche négative qui est celle de devoir finalement démontrer qu'on n'a pas d'opinion religieuse et qu'on ne veut pas l'enseignement religieux, dont on doit se débarrasser par une simple dispense, ou s'exonérer par une simple dispense. On est presque dans une démarche positive qui consiste simplement à dire mon enfant ira en religion catholique, en religion protestante, en religion israélite, c'est rarement le cas, ou en enseignement de la morale. Voilà. Nous arrivons, enfin moi j'arrive au terme de l'exposé. J'ai donc essayé à travers un panorama historique à vous montrer ce qui s'est passé, sur quoi s'est fondé tout cela, et de dire aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une situation figée. Nous sommes dans un débat, et ce débat va être alimenté de plus en plus. Il l'est aussi par la demande de l'islam. Ça, c'est une grande question que je ne vais pas déflorer maintenant tout de suite. Peut-être y aura-t-il des questions sur ce sujet. Je vous dirai que ce qu'il faut en savoir et les différentes opinions qu'on peut avoir à ce sujet. Voilà. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Sur Lucien